Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation Voyage. Aujourd'hui, nous nous arrêterons dans le Jura, à Saint-Claude, une petite ville mondialement connue grâce à un savoir-faire bien particulier, la pipe. Le secret d'une bonne pipe jurassienne, ce sera l'héritage. On estime qu'en 1925, il y avait à peu près 6000 personnes qui travaillaient sur la pipe et que la production était de l'ordre de 45 millions de pièces. 45 millions de pipes. Ça faisait vivre toute la ville, quoi. Nous irons également dans la jolie ville de Split, en Croatie. Et grâce à l'auteur de polar Jurica Pavičić, qui est né ici, vous découvrirez ce qu'aucun touriste ne voit jamais, la double vie de cette ville, une part d'ombre souvent insoupçonnée. Pour papy, nous resterons en Europe de l'Est et en Bulgarie, nous irons déguster des marudnitsi, des sortes de pancakes dans lesquels on remplace le lait par du yaourt, bulgare évidemment. Nous apprenons la cuisine de mère en fille ici. Et quand on doit faire des marunitsi, c'est toujours moi qu'on désigne. Enfin, à Mexico, je vous raconterai l'histoire inattendue, celle d'un coup de crayon mortel pour le président du Mexique. Et alors qu'il se tourne vers le dessinateur, tout sourire, l'homme sort un pistolet et le tue. Mais d'abord, la devinette. Quel ingrédient répugnant les tanneurs de Londres utilisaient-ils au XIXe siècle pour améliorer la qualité du cuir? Dans le quartier de Bermondsey, pendant la Révolution industrielle, l'industrie du cuir est en plein essor. Solide, durable, imperméable, le cuir sert à confectionner les bottes des hommes et les harnachements des chevaux. Et c'est un ingrédient insolite qui va être alors utilisé pour améliorer la qualité du cuir. Lequel? Je vous laisse réfléchir. Pour l'instant, on commence par une enquête. Une enquête qui va venir chatouiller l'image qu'on a de la Croatie, ce formidable lieu de vacances. Le lieu du crime, c'est Split, et l'enquêteur, c'est l'auteur de polar Jurica Pavičić, notre guide aujourd'hui dans l'inspiration. Il n'y a toujours pas de signe de vie de Silva. Les semaines passent et la police donne des nouvelles de moins en moins souvent. Quand l'écrivain croate Jurica Pavičić narre la mystérieuse disparition d'une jeune fille dans un village de la côte dalmate, il inscrit ce drame familial dans une Yougoslavie tourmentée qui se délite. Son polar, L'eau rouge, publié en 2017, traduit en français et en allemand, a été plusieurs fois primé. Le lecteur suit une enquête qui dure près de 30 ans, sur fond de chute du communisme, de guerre civile, puis d'invasion touristique de la côte dalmate. Jurica Pavičić, également critique de cinéma et chroniqueur renommé, vit toujours à Split, où il est né en 1965. Il fait de cette ville et de sa région le décor palpitant de presque toutes ses fictions. Split, la capitale de la Dalmatie. Une ville en perpétuelle métamorphose. De son passé antique témoigne l'orgueilleux palais de l'empereur romain Dioclétien, dont les pièces constituent les places et ruelles de l'actuelle vieille ville. Sous le régime de Tito, c'est un important centre industriel où les usines tournent à plein. En 1989, quand Jurica Pavičić démarre son récit, le communisme vit ses dernières heures et Split s'apprête à sombrer dans une période trouble, à l'instar du personnage du roman. Ce père de famille, honnête comptable d'une usine, recherche Silva, sa fille disparue. L'écrivain le projette dans cet ancien quartier de pêcheurs, Veli Varoš. Je suis très lié à cet endroit, parce que la famille de ma mère vient d'ici. Ils vivaient là, juste à une centaine de mètres. Comme c'est étrangement labyrinthique, chaotique, on s'y perd facilement. Cet aspect labyrinthique et confus m'a toujours intéressé. J'ai imaginé y créer une scène de course-poursuite, une scène de traque. Mon personnage, le père de Silva, s'appelle Jakov. Sa fille vit dans cette ville où elle fait ses études. Et après sa disparition, à un moment donné, Jakov découvre quelque chose qu'il ne soupçonnait absolument pas. Silva était impliqué dans un trafic de drogue. Ici, Jakov poursuit un homme, un dealer,
qui est probablement aussi l'amant de sa fille. Yakov n'y connaît pas grand-chose en matière de drogue, mais suffisamment pour savoir que ça s'appelle une dose. Elle lui a vendu une dose. La fille deal. Il reste sous la porte cochère à observer la scène, pris d'une terreur indicible. Cette fille est de la même génération que Silva. Peut-être même la connaît-elle. Elle se tient en plein jour, sur une place dans le centre de Split, et se livre à son commerce en toute tranquillité. Il attend que l'acheteur s'éloigne. Il sort de sous la porte cochère et repart vers sa voiture. Près du théâtre, il se sent pris d'une arythmie cardiaque et d'une sensation d'étouffement. L'histoire se déroule dans les années 80, bien avant que ce quartier ne devienne touristique et gentrifié. À cette époque, c'était un quartier pauvre, voire un peu louche. Et j'ai trouvé intéressant de plonger dans cet espace labyrinthique un étranger qui ne le connaît pas. Il a quelque chose de menaçant, d'inquiétant, de morbide même, ce quartier. Et aux yeux de Yakov, il est d'autant plus confus, d'autant plus chaotique, que cet espace labyrinthique est lié à ce puzzle d'énigmes insolubles que représente pour lui sa propre fille. Le mystère demeure pendant plus de 30 ans. Entre-temps, la Yougoslavie se disloque, laissant derrière elle des vestiges obsolètes. Des dizaines de bases militaires et de tunnels sous-marins creusés le long de la côte d'Almat, un réseau utilisé par l'armée yougoslave. Dans le canal Saint-Antoine, qui relie la ville de Šibenik à l'Adriatique, l'un de ces tunnels est creusé au cœur de la roche. Dans son roman, Jurica Pavičić imagine une base militaire pourvue d'un tunnel similaire à la périphérie du bourg où vit la famille de Silva. Dans ce lieu, laissé à l'abandon, le temps semble figé. Dans les pays qui ont une histoire discontinue comme la Croatie, ce qui fascine toujours, ce sont les traces dans l'espace, les vestiges d'époques passées. C'est par exemple quand vous marchez sur les trottoirs des villes où toute l'idéologie de la Yougoslavie a été supprimée et que vous tombez sur une plaque d'égout où est gravée une étoile rouge ou l'emblème d'une entreprise socialiste. Donc ce passé surgit là où on ne l'attend pas. Et mon idée était de faire de ce tunnel une gigantesque relique d'un passé dont personne ne sait quoi faire. Dans mon livre « L'eau rouge », un tunnel comme celui-ci joue un rôle primordial. C'est un endroit qui cache un secret lié à l'intrigue principale. Et ce secret reste longtemps bien gardé, parce que ce tunnel était inaccessible. Le policier chargé de l'enquête s'appelle Gorki, en hommage à l'écrivain russe, chantre de la révolution bolchevique. Personnage passionnant, au départ intègre et communiste convaincu, il se reconvertit en enquêteur privé pour les requins du business touristique après la dislocation de la Yougoslavie. L'affaire classée de la disparition de Silva, qu'il n'a pas su résoudre, prend une dimension biblique à travers le regard de l'ancien policier. Gorki voit une image dans sa tête, une image si nette qu'il ne peut pas s'agir d'un délire alcoolisé, même s'il sait que c'en est un. Il voit le tunnel de la base militaire, et dans le tunnel, il voit l'eau sombre et ridée. Bien que la nuit soit calme, qu'il n'y ait pas de vent, l'eau n'est pas tranquille. Elle ondule, elle se cabre, et vient cogner contre la roche. Elle fait des vagues qui s'entrechoquent et s'écrasent contre les parois verticales. C'est le soir. L'eau est d'un bleu foncé, et d'un coup de bleu, elle devient rouge. Elle prend la couleur du sang et commence à grossir, comme lors de l'inondation biblique d'Égypte. Ce qui m'a toujours intrigué dans les mythologies antiques, c'est la façon dont une communauté est souvent punie pour la faute d'un seul individu. Par exemple, dans le mythe d'Œdipe, Œdipe est coupable. Mais c'est Thèbes tout entière qui est infestée par la peste. D'une certaine manière, je voulais que mon héros voie ainsi l'histoire de son pays et de l'espace dans lequel il vit.
Un péché s'est produit, un crime s'est produit, un cadavre n'a pas été enterré, et puis la peste nous frappe tous. Cette peste est en fait le nouveau monde dans lequel nous vivons. C'est ce qui est arrivé à la Dalmatie et à la Croatie au cours des 20 dernières années. Disséquer la société croate, Jurica Pavičić le fait aussi dans un autre roman, La femme du deuxième étage, publié en 2015. L'histoire d'une jeune femme, Bruna, prise au piège d'une société patriarcale. Sa quête de liberté la pousse au meurtre de sa belle-mère, ce qui la conduit en prison. L'écrivain imagine le dénouement du roman dans une petite île idyllique d'Ervenik. En croate, cet endroit porte un nom qu'un étranger peut difficilement prononcer. On l'appelle Krikiaši. Évidemment, puisque c'est imprononçable, l'industrie touristique a choisi de le renommer. Et aujourd'hui, il est surtout vendu aux touristes avec un nom très accrocheur, en anglais, Blue Lagoon. Dans mon livre, cette île est l'endroit où se rend la protagoniste après sa sortie de prison. Il était intéressant pour moi de l'emmener dans un espace de liberté. Et paradoxalement, cet espace de liberté est au sens physique une prison, car par définition, une île est isolée. En même temps, je trouvais intéressant que cet endroit, qui est une sorte de prison ultime, la seule prison qu'elle ait choisie, soit beau, soit pittoresque, plein de vivacité typique de la région. Après une dizaine d'années derrière les barreaux, Bruna s'apaise enfin. Le soleil vient de se lever et la mer vibrionne sous le flot rouge de lumière comme une plaque pourpre agitée. Bruna s'arrête au sommet de la colline et reprend son souffle. Elle contemple le spectacle à ses pieds. Elle contemple la baie, le Blue Lagoon, le refuge final, ultime de Bruna. Si elle voulait se fixer loin des regards, alors cette île était bien le bon endroit, si bien qu'elle avait su aussitôt qu'elle y resterait toute sa vie. J'ai toujours imaginé ce livre centré sur une personne qui est comme nous tous, ayant des aspirations normales, qui veut une vie normale, qui cherche simplement quelque chose que chacun d'entre nous désirerait. Et je voulais montrer d'une certaine manière que, étape par étape, nous pourrions nous retrouver dans une situation que nous n'aurions pas forcément souhaitée. Et là, nous réalisons que nous aurions pu nous aussi devenir des meurtriers, si les circonstances avaient été différentes. Du côté opposé de l'île, l'église Saint-Georges surplombe la baie. Une incongruité architecturale. Le village dans lequel nous nous trouvons maintenant était un pauvre village oléicole qui, à un moment donné, au XVIIIe siècle, a commencé à vivre un peu mieux. Ils ont eu un peu plus d'argent, ils étaient un peu plus riches et ils voulaient s'offrir une somptueuse église paroissiale. Ils ont confié leur projet à un architecte de Trogir et la construction a commencé. Ce qu'il a fait, c'est cette façade grandiose qu'on voit derrière moi, dont les plus beaux quartiers de Venise n'auraient pas à rougir. Le seul problème, c'est que ces belles années n'ont pas duré. Les habitants ont commencé à manquer d'argent, les paiements arrivaient en retard, et à un moment donné, l'architecte a dit « Si vous n'avez pas d'argent, il n'y aura pas d'église ». Il les a laissés avec cette façade grandiose, et il est parti. Derrière ce paravent fantomatique se cache une petite église, toute simple, que les villageois parviennent à faire construire. L'église est restée inachevée et à ciel ouvert. Certains disent depuis 300 ans, d'autres 500. Elle est là, et elle nous raconte la seule vérité qui vaille. Elle nous dit de quelle manière finissent les ambitions humaines. Comment les gens, les villages, les îles, les peuples échafaudent des plans et des projets immenses. Comment ils commencent à construire des façades fabuleuses, et de tout cela, il ne reste que des façades.
Quand j'ai découvert cette église, j'ai eu le sentiment que c'était une sorte de métaphore de la Dalmatie et de son histoire. Ce sont les syncopes de l'histoire dalmate, des hauts et des bas. Il n'y a jamais de continuité, mais chaque génération, à un moment donné, croit que ça y est, qu'elle va s'enrichir. Et puis tout s'effondre. Bruna aime passer ses samedis ici, sur cette hauteur, dans la fenêtre de cette église. Elle est assise, elle respire la marjolaine et le romarin. Elle écoute l'écho des voix dans la baie. Et elle pense à tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'une chose à laquelle elle ne pense jamais. Elle ne pense jamais à ce qui arrivera. Thomas Chauvineau s'est intéressé, lui, à un pays qui se trouve à côté de la Croatie, où il n'y a ni loi ni impôt. Liberland, c'est le clin d'œil. Vous connaissez peut-être ce James Bond époque Roger Moore, Vivre et laisser mourir. Live and Let Die, avec son inoubliable chanson signée Paul McCartney. Un pays européen a presque la même devise. Presque. C'est le Liberland, un État non reconnu, caché dans les méandres du Danube. Sa devise très libertarienne, vivre et laisser vivre. Liberland est une île située entre la Croatie et la Serbie et qui n'est revendiquée par aucun des deux pays. Ok, si personne n'en veut, je le prends, a déclaré en substance son fondateur et actuel président Vít Jeblečka. Il est tchèque et ancien député. Il crée le Liberland le 13 avril 2015, un hommage au père fondateur des États-Unis, Thomas Jefferson, né un 13 avril, car Vít Jeblečka a pour ambition de prendre pour le Liberland le meilleur de la République américaine, mais aussi le meilleur de la démocratie suisse, mais aussi le meilleur de la méritocratie singapourienne, un vaste programme pour un petit territoire de 7 km². Ici, les citoyens ne sont soumis à aucune loi. Ils ne paient pas d'impôts, enfin exactement chacun paie ce qu'il veut, à votre bon cœur, et en crypto-monnaie s'il vous plaît. Le pays a aussi son drapeau, deux bandes jaunes pour symboliser le libre-échange, une noire pour dire non au système, le bleu au centre c'est le Danube, l'oiseau représente la liberté et l'arbre l'abondance. Ce n'est pas très grand, mais on s'en fiche, car le Liberland existe aussi dans le monde virtuel. Il est même le premier État créé dans le métaverse, un pays dont les bâtiments virtuels ont été dessinés par un cabinet d'architectes bien réel, Zaha Hadid, à qui on doit, par exemple, le Phéno situé à Wolfsburg en Allemagne, un musée scientifique. Liberland compte environ 7000 résidents officiels et virtuels. Et il vaut mieux pour eux qu'il reste dans le virtuel, parce que cette petite île ressemble plus à un marécage qu'à autre chose, pas franchement habitable, un pays sans habitants qu'on peut donc facilement vivre et laisser vivre. Qu'est-ce que Brassens, Van Gogh, George Sand et Orson Welles ont en commun? Eh bien, ils fumaient tous la pipe. Et ils doivent beaucoup à la ville de Saint-Claude dans le Jura. C'est l'héritage. Ceci est une pipe. Avec ses 8 mètres de hauteur et ses 600 kilos de bois, c'est la plus imposante du monde. Et à Saint-Claude, petite ville des montagnes du Haut-Jura, elle a de fidèles apôtres. Qui es-tu, toi qui oses demander d'entrer dans les illustres confréries des maîtres pipiers de Saint-Claude? Vous venez de pénétrer dans un temple où tout n'est que fumée. La pipe que vous teniez dans vos mains il y a quelques instants est un objet sacré. Droite, courbe ou demi-courbe, quelques grammes de tabac, la fumée est un art, la fabriquer également. Grâce à la pipe, Saint-Claude, cette cité encastrée dans la roche, s'est ouverte au monde. Les Saint-Claudiens ont fait de leur ville l'un des principaux centres de fabrication de pipes en Europe au XIXe siècle, étendant leur marché jusqu'aux États-Unis, forgeant des dynasties de pipiers. C'est toute ma vie. Je suis né dans les pipes. Mon grand-père était fabricant de pipes, mon père était fabricant de pipes, et moi j'ai été fabricant de pipes. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Si la pipe s'est développée dans ces montagnes jurassiennes, c'est qu'ici, le bois est roi. Car en moyenne altitude, la forêt rayonne. Au 5e siècle, ces monts isolés ont été le refuge d'un ermite à la recherche d'un désert. Au fil des ans, son éperon rocheux se transforme en monastère, et du monastère naît une ville, Saint-Claude. Elle tient, selon la légende, son nom d'un miracle. Au XIIe siècle, ils ont retrouvé le corps de Claude, l'ancien abbé, qui était né entre le 6e et le 7e siècle, près de Besançon. Et du coup, il a été retrouvé intact. Une foule de pèlerins déferle pour admirer la relique, comme en témoigne la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André. Grâce à ce flot de pieux chrétiens, la ville se développe. Les artisans se sont installés sur Saint-Claude justement parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ils ont créé de l'artisanat local, donc par le biais de tourneries sur bois. Ils servaient de tous les bois, les essences de bois qu'il y avait sur la montagne. Et du coup, ça leur permettait de façonner des choses, des articles religieux. Pour sculpter ces objets de piété, les artisans puisent parmi les nombreuses essences de bois que leur procurent les monts jurassiens. C'est connu pour ses épicéas, ses sapins, ses résineux. Et puis d'autres familles comme les feuillus, on peut retrouver du hêtre qui nous sert maintenant de bois de chauffage. On peut retrouver du buis et puis on peut retrouver également du charme. Ah bah voilà du beau buis. Magnifique. C'est un bois qui est assez résistant, qui est malléable. Et puis là, on peut voir, hein, c'est un arbre qui repousse là, il est assez jeune. Et puis voilà, ces petites feuilles ovales là, qui sont douces au toucher. Chapelets, statuettes et petites croix côtoient aussi gobelets, cuillères et à partir du XVIIe siècle, des tabatières. Car le tabac, rapporté des Amériques, est devenu la coqueluche de la bonne société. Il se consomme à priser ou à fumer dans des pipes rudimentaires. Ces pipes étaient en général fabriquées en terre en France, également en Hollande. C'était des gros producteurs de pipes en terre qui se fabriquaient par millions parce que c'était des pipes qui étaient très fragiles. Face à ce marché prometteur, les tourneurs sur bois de Saint-Claude usent de leur savoir-faire pour se diversifier. Après avoir sculpté des tuyaux pour le compte de pipiers étrangers, ils se lancent dans l'élaboration de pipes entières avec les bois de leur pays. Il y avait le buis, le hêtre, le merisier, qui sont des bois locaux, hein, qui se prêtaient pas très bien à la fabrication de la pipe. À savoir que vous aviez le buis, qui est un bois qui est très, très résistant, donc qui résistait bien à la chaleur. Le problème du buis, c'est que c'est un bois qui a beaucoup d'odeur, puis beaucoup d'acidité dans le bois. Et ce qui fait que quand on les fumait, c'était pas très bon à fumer. Jusqu'à ce qu'au milieu du 19e siècle, le hasard les aide à dégoter le bois idéal. Ce qui va tout changer dans la fabrication de la pipe à Saint-Claude, c'est la découverte de la racine de bruyère, plus exactement ses propriétés, c'est-à-dire que ça brûle pas facilement et ça donne pas de goût. Et il se trouve que c'est une bruyère arborescente qui pousse au bord de la mer Méditerranée, dans le maquis. Quand on manquait de buis, on en achetait parfois aux gens du bord de la Méditerranée. Et puis un jour, il y a des souches de bruyère qui se sont trouvées dans un lot de souches de buis. Et puis là, on a découvert effectivement que c'était formidable pour fumer la pipe. Il n'y avait plus ce problème de goût un peu âcre qu'avait le buis. Donc depuis, quasiment toutes les pipes en bois sont en racines de bruyère. C'est un arbuste, comme ça. Ça, c'est le tronc de la bruyère arborescente. Mais nous, on utilise une boule qui se forme entre le tronc et les racines. Jusqu'aux années 1880, les artisans saint-claudiens sont les seuls au monde à produire des pipes en bruyère. Saisissant leur chance, ils usent d'inventivité pour développer leur production. À Saint-Claude, les mécaniciens locaux ont inventé des tours pour fabriquer en série. Les principales étapes de la fabrication de la pipe, c'est le tournage de la tête de pipe, il y a le montage du tuyau aussi entre les deux, et puis le polissage. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Chaque tour qui est ici va me permettre de tourner une partie de la pipe. À
la fin du 19e siècle, l'histoire des tourneurs de Saint-Claude prend un nouveau tournant. Alors que la pipe est la façon de fumer la plus populaire et qu'ils fournissent toute l'Europe en bouffarde de bruyère, la révolution industrielle vient transformer l'art des pipiers et bouleverser le destin des habitants du Haut-Jura. Mon arrière-grand-père était originaire de l'Anjou. Ses parents étaient paysans, il a perdu son père et sa mère très jeunes. Les enfants sont venus s'établir à Saint-Claude et quand il avait 20 ans, il a créé sa première usine de pipe. C'était dans les années 1875. Et tous les noms de pipiers étaient des noms de Saint-Claudiens ou des villages proches. Ces nouvelles fabriques, montées par des pipiers toujours plus nombreux, tirent profit des rivières qui traversent la ville pour faire fonctionner les machines jour et nuit, à un rythme de plus en plus soutenu pour ceux qui les activent. L'eau, pendant 50 ans, ça a été la seule source d'énergie. Sur la Bienne ou le Tacon ou sur l'Abîme, vous aviez des petits barrages qui étaient faits, puis des dérivations qu'on appelait des arrivoirs, qui menaient l'eau à des roues en bois. Ces roues tournaient et faisaient tourner les machines. On était soumis aux aléas climatiques, c'est-à-dire qu'en période de sécheresse, on arrêtait de fabriquer, et que souvent, pour réussir à travailler au maximum, on faisait deux équipes. On avait une équipe qui allait travailler de minuit à midi, et une autre équipe qui allait travailler de midi à minuit. Ce qui permettait de faire fonctionner la roue pendant 24 heures. Cette cadence, déjà intense, se fait presque infernale avec l'arrivée de l'électricité au début du XXe siècle. Les fabriques se muent en usines qui se déploient partout dans la ville. Les artisans devenus ouvriers doivent produire en accéléré. Parmi eux, il n'y a pas seulement des hommes, mais aussi des centaines de femmes chargées du polissage et d'enfants attelés aux tâches ingrates. Le travail est ardu, les salaires souvent bas, certains ouvriers ne voient d'autre issue que l'exil. On a des fabricants anglais qui ont débauché des ouvriers saint-claudiens qui partaient donc travailler à Londres parce que les salaires y étaient meilleurs. La chambre syndicale a essayé de réagir à ces départs en donnant comme consigne à ces fabricants de ne pas réembaucher le pipier déserteur. Celui-là était interdit de séjour à Saint-Claude. S'il revenait parce que ça se passait mal en Angleterre, il ne fallait pas qu'on puisse le réembaucher dans une usine à Saint-Claude. Entre patrons et ouvriers, la relation se tend jusqu'à l'affrontement. Sensibles aux idées socialistes très présentes dans le Jura, des ouvriers pipiers montent un syndicat baptisé Le Travail. Devant l'intransigeance du patronat, ils se mettent en grève en juillet 1906 et ouvrent la voie à un mouvement social qui entraîne une grève générale et paralyse la ville pendant plusieurs mois. Un accord est finalement trouvé, mais les ouvriers pipiers ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Lorsqu'on a eu la grève de 1906, vous avez quelques ouvriers qui ont décidé que les patrons étant tous d'innommables personnages, il fallait éviter de travailler avec eux. Ils ont monté leur coopérative. Cette coopérative ouvrière de production, baptisée La Pipe, n'a pas pour objectif de dégager des profits. Elle reverse tous les bénéfices à des caisses sociales, ce qui permet de financer le chômage, la santé, la retraite des ouvriers et même de compenser les pertes de salaire en cas d'invalidité ou de décès. Mais elle ne concerne que quelques sociétaires parmi l'immensité des ouvriers, attelés à produire toujours plus pour fournir des pipes à travers toute la France, l'Europe du Nord et jusqu'à l'Australie et aux États-Unis. On estime qu'en 1925, il y avait à peu près 6000 personnes qui travaillaient sur la pipe et que la production était de l'ordre de 45 millions de pièces. 45 millions de pipes. Ça faisait vivre toute la ville, quoi. Cet âge d'or de la pipe saint-claudienne prend fin brutalement avec la Seconde Guerre mondiale. Prisonniers de leur ville située en zone occupée, les artisans ne peuvent plus s'approvisionner en bois de bruyère. Pire, à la sortie de la guerre, les GIs allument la flamme d'une nouvelle addiction, la cigarette. Ça a coupé court à la fabrication de la pipe, clairement. Pourquoi? Parce que la cigarette, c'est tellement simple à fumer. C'est-à-dire qu'on sort une cigarette, on l'allume, on la fume. Alors qu'une pipe, il faut prendre son objet, prendre le tabac, bourrer sa pipe, allumer sa pipe,
y arriver déjà, donc c'est quelque chose. Sur les écrans, les acteurs américains d'Hollywood, clope au bec, infligent un coup de vieux à la bouffarde de Saint-Claude. Mais l'émergence de nouveaux marchés étrangers, notamment en Asie du Sud-Est, prennent en partie le relais pour faire vivre la manne saint-claudienne. Antoine Grenard a hérité de la fabrique de son père et exporte aujourd'hui 70% de ses pipes dans le monde. Je me suis dit, il y a quand même une histoire à faire perdurer. C'est-à-dire que j'avais entre les mains la possibilité d'écrire des lignes d'une histoire de la pipe, en créant des nouvelles choses, et en faisant des pipes totalement différentes de ce qui se faisait dans le passé. Antoine Grenard et d'autres Saint-Claudiens se battent pour sauver la pipe au sein de la confrérie des maîtres pipiers, qu'ils doivent à un illustre fumeur, Edgar Faure, ancien président du Conseil de la 4e République. Élu sénateur du Jura et bien décidé à soutenir ses électeurs pipiers, il fonde cette confrérie en 1966. La confrérie, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose pour que les fumeurs de pipe se rencontrent. Et un moment privilégié à Saint-Claude, il y a l'intronisation, durant laquelle les gens ont des tests à faire pour fumer la pipe. Il y a des personnes dans le monde entier qui ont entendu parler de cette confrérie et qui veulent un jour en faire partie. À Saint-Claude, l'industrie de la pipe aurait pu partir en fumée, balayée par les modes et la concurrence. Elle a su pourtant garder ses partisans, jeunes et vieux, qui puisent à travers le tuyau de bois plus que de la fumée, tout un esprit épicurien et poétique. Papilles à présent. Alors ce n'est pas la première fois qu'on part en Bulgarie pour cuisiner et vous avez sans doute remarqué que ce sont souvent de sympathiques petites grand-mères qui sont au fourneau. Aujourd'hui, c'est Sofka qui nous livre une recette traditionnelle avec du yaourt bulgare comme vous n'en avez sans doute jamais dégusté. Bonjour, je m'appelle Sofka Ucheva. Je viens du village de Drianovo. Et nous allons faire des courses et acheter les ingrédients nécessaires pour la recette du marunitsi. On va aller au magasin, puis on rentrera chez nous les préparer et les cuire. Bonjour Sofka. Bonjour. Que désires-tu? Aujourd'hui, nous avons besoin de farine, de beurre, de 5 œufs, de yaourt. D'accord. Et du lait. C'est une recette que je prépare en général quand j'ai des invités ou quand mes enfants viennent me rendre visite. Ils aiment toujours les recettes traditionnelles comme la banitsa, la kachamak ou le marunitsi. Et moi, je continue de préparer ces recettes anciennes que nous avons héritées de nos grands-mères. Nous perpétuons les traditions. Premièrement, nous allons commencer par mettre le yaourt dans un bol et y ajouter un peu d'eau. Maintenant, nous allons incorporer les œufs. Je pense que je ne vais en mettre que 3. On mélange bien, puis on ajoutera la farine jusqu'à obtenir la consistance idéale. Il faut mettre la bonne quantité de farine. Il faut que ce soit bien épais. Si la pâte est trop liquide, ce n'est pas bon. Je dois encore mélanger. Regarde, voilà, là j'ai l'impression que c'est presque assez épais. J'ajoute un tout petit peu de farine pour que ça épaississe encore. Je cuisine depuis que je suis toute petite. J'ai appris de ma maman et j'ai eu 2 grandes sœurs aussi qui me montraient comment faire. Nous apprenons la cuisine de mère en fille ici. Et quand on doit faire des marunitsi, c'est toujours moi qu'on désigne. Maintenant, nous faisons chauffer la plaque à feu moyen, moyen fort.
Il n'y a aucune différence entre les marunitsi et les crêpes, c'est la même chose. Mais nous ici, nous les appelons marunitsi parce que c'est plus sophistiqué que de dire crêpes, tout simplement. Allez, on va mettre la première pour voir ce que ça donne. Quand on voit des petits trous qui se forment, ça veut dire qu'on peut les retourner. Hop. Voilà, c'est prêt. La première est prête. Je vais faire la deuxième. Allez, c'est la dernière. On amène ça là-bas. Venez vous asseoir. Voilà. Le plat principal, ce sont donc les marunitsi. Il y a aussi un saucisson frais et un saucisson sec, du fromage et du yaourt qui viennent de nos vaches. Ça, c'est du miel de pain et des petits pains. Moi, je les mange plutôt avec du salé, car comme je suis diabétique, je ne peux pas trop manger de sucre. Mais à mon avis, les marunitsi sont meilleurs sucrés. Allez-y, faites comme vous voulez, vous pouvez manger. À nous, Mexico maintenant. Je vous emmène au pied d'un monument super célèbre là-bas, le monument à Álvaro Obregón. Et si jamais on vous propose de vous tirer le portrait sur place, cette histoire inattendue devrait vous faire réfléchir à deux fois. À Mexico, un président fut victime d'une conspiration dirigée par un dessinateur et une mère supérieure. C'est un immense monument au centre de la ville, construit en l'honneur du président Álvaro Obregón, figure de la Révolution. À l'origine, ce bâtiment est un restaurant qui enchante les soirées mexicaines. L'historienne Regina Tapia Chavez nous replonge en 1928, alors qu'une guerre civile fait rage entre les catholiques et le gouvernement, la guerre des Cristeros. Obregón, qui a déjà été président du pays quelques années auparavant, est sur le point d'être réélu. Des groupes catholiques radicaux lancent un appel aux armes depuis Jalisco et ils se propagent dans toute la République. Ce n'est pas une guerre ouverte de tous contre tous. Néanmoins, les affrontements révolutionnaires ont à peine pris fin. Chaque homme a un fusil, il y a des armes dans toutes les maisons, donc c'est un épisode très violent. La guerre fait des dizaines de milliers de morts. Des conspirations sont orchestrées contre le pouvoir. Élu en juillet 1928, Obregón, vu comme le continuateur de la politique anticléricale, devient une cible. Ce moment, qui aurait pu être un moment de joie, de célébration, est terni par ce danger, cette crainte qu'il ne puisse même pas entrer dans la ville de Mexico sous peine de subir des attentats. Mais lui n'a pas peur de la mort et n'aime pas être trop protégé. En dépit des risques, Obregón multiplie les apparitions en public. Le 16 juillet, ses amis organisent un grand repas pour célébrer sa victoire dans le restaurant La Bombilla. Et le nouveau président est de la partie. La fête bat son plein quand un jeune dessinateur entre dans le restaurant. Il entre comme un client normal, il prend une table et commence à faire le portrait des personnes à la table d'Obregón tout en buvant une bière.
Quand ces dessins sont prêts, il s'approche pour les montrer à chacun d'entre eux. Parmi ces portraits, il y a celui d'Obregón, et quand c'est à son tour de le découvrir, il est très content du dessin. Il en sourit et il en rigole. Le portrait est très ressemblant, mais Obregón n'a pas le temps de féliciter le jeune dessinateur. Et alors qu'il se tourne vers le dessinateur tout sourire, l'homme sort un pistolet et le tue. Alors que le président agonise, ses amis se saisissent de l'assassin. Il s'appelle León Toral. Il vivait en donnant des cours de dessin, mais c'était surtout un homme très religieux. Il avait des relations avec cette hiérarchie ecclésiastique qui conspirait contre l'État mexicain et qui est à l'origine de la guerre des Cristeros. Toral refuse d'abord de donner des noms, même sous la torture. Mais lorsque la police menace de s'en prendre à sa famille, il mène les enquêteurs jusqu'à la Madre Conchita, une membre du mouvement des Cristeros, qui admet avoir participé à la conspiration. Toutes les nonnes du couvent où elle vit sont arrêtées. Et les nonnes donnent tous les noms des ecclésiastiques à la tête de ce complot. Ainsi, le gouvernement sait parfaitement qui a planifié et qui a donné les armes. Cependant, Calles veut éviter toute escalade. Donc, en accord avec l'autorité catholique, il décide de transformer en bouc émissaire les deux personnes qui ont courageusement avoué. Toral est exécuté en février 1929. La Madre Conchita, décrite comme le cerveau de l'assassinat, est condamnée à 20 ans de prison. Les caciques de l'église mexicaine sont eux épargnés et quelques mois après l'assassinat, la guerre des Cristeros prend fin. La paix civile a primé sur la justice. Quant à Obregón, le pays lui rend un hommage monumental. Après la mort d'Obregón, le restaurant n'avait aucune chance de survivre. Ils ont tout détruit pour construire un monument à sa mémoire au milieu de la ville de Mexico pour que ce soit le lieu d'Obregón. À celui qui a été un héros de la Révolution, le président du Mexique et la victime d'un dessinateur fanatique. C'est bientôt l'heure de nous séparer, mais il reste une chose à faire. La devinette. En début d'émission, je vous demandais quel ingrédient répugnant les tanneries de Londres utilisaient au 19e siècle pour améliorer la qualité du cuir. Eh bien, c'était les crottes de chien. En raison de leurs composants alcalins et de leur caractère astringent, les matières fécales étaient réputées pour resserrer la peau et éliminer les impuretés du cuir. Paradoxalement, les crottes permettaient au cuir d'avoir une meilleure odeur. L'histoire ne dit pas si ça leur portait également bonheur. Bis bald.